Intéressons-nous ce soir aux enjeux de ce sommet des BRICS qui se déroule au Brésil. On en parle avec notre invité au cœur de l'info. Ils sont présents les 5 membres originels, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, ainsi que les 5 pays qu'ils ont rejoints l'année dernière. D'autres pays aussi, car le groupe a vocation à s'élargir, ce qui n'est pas du goût de tous les membres fondateurs. C'est ce que nous allons voir dans un instant. Alors, quelle est devenue leur force d'action? La Chine serait-elle le seul bénéficiaire de ce regroupement? Pascal Boniface nous accompagne ce soir. Bonsoir, Pascal. Bonsoir. Boniface. Je renvoie notamment à l'un de vos très nombreux livres, géostratégiques chez Duno Graphique. Vous évoquez les BRICS, le G7, le G20, toutes les institutions internationales et la manière dont nous interagissons tous les uns les autres dans ce fragile équilibre. Alors c'est le 17e sommet des BRICS. En quoi le groupe est-il parvenu au fil des ans à proposer une alternative aux modèles occidentaux, ce qui était l'objectif initial? Alors c'est pas encore tout à fait l'alternative. En tout cas, ils ont brisé le monopole de la décision internationale qu'avaient les Occidentaux et ils s'affirment dans leurs différences en s'élargissant, en prenant plus d'importance et en étant maintenant une institution respectée et qui a vocation à s'élargir effectivement parce que le nombre de candidats dépasse la trentaine. Ils sont une dizaine, il y a 30 candidats. Et puis, ça permet aussi à Lula de se poser en leader de l'Amérique latine parce qu'il a invité plusieurs autres chefs d'État latino-américains. Le pays qui héberge le sommet des BRICS a une capacité d'invitation qui lui appartient. En tous les cas, plus personne ne peut ignorer les BRICS. Au départ, c'est un peu un club artificiel. C'est une invention d'un banquier de la Goldman Sachs qui dit c'est la crise en 2001, mais il y a des pays qui ont des fortes populations et des forts potentiels de développement. Et maintenant, quand même, c'est un club. C'est pas une alliance. On l'a vu lorsque l'Iran était en guerre. C'est pas une alliance aussi forte que l'OTAN ou le G7, mais c'est un club où les partenaires dans leurs différences essayent de jouer ensemble pour augmenter leur marge de manœuvre. Est-ce qu'il serait silencieusement en train de fragiliser l'assise occidentale? Alors, l'assise occidentale, elle est fragilisée par la réduction, par la perte du monopole de la puissance qu'avaient les Occidentaux depuis longtemps. Et l'émergence, les BRICS sont la traduction de l'émergence, en fait. Et donc, dans la mesure où de nombreux pays du Sud ont émergé, veulent avoir leur mot sur les décisions, effectivement, ils s'organisent au sein des BRICS pour pouvoir peser un peu plus. Et c'est pour cela que c'est intéressant, c'est qu'on voit qu'ils sont très différents, ils ont des rivalités. Il y a des pays qui sont clairement anti-occidentaux, comme la Russie par exemple, d'autres non, comme le Brésil, d'autres qui sont encore un peu au milieu, comme la Chine. En tous les cas, ils se disent, au-delà de nos différences, ils ont tous au moins, à part la Russie, mais ils ont tous le souvenir commun d'avoir été dominés par les Occidentaux et de ne plus l'accepter. Et donc, ils mettent leurs différences de côté, qui sont fortes, politiquement, économiquement, stratégiquement, pour dire, si on lutte un peu ensemble, eh bien, on pourra avoir un peu plus notre mot à dire sur les décisions internationales. Il faut dire, en tous les cas, aux Occidentaux, certains sont en rivalité, d'autres sont en coopération, ils ne veulent pas se couper du monde occidental, mais ils ne veulent plus que les Occidentaux soient les seuls à décider des grandes affaires internationales. Alors, il y en a un qui décide de tout, c'est Donald Trump. Hein. Il a Oui. bouleversé la situation. Et c'est vrai que son arrivée à la Maison-Blanche vient renforcer ce besoin d'alternative. Exactement. C'est qu'en fait, Donald Trump vient un peu donner du grain à moudre aux BRICS en disant écoutez, alors ceux qui sont alliés disent on va souffrir. En fait, Trump met tout le monde au même niveau, les ennemis comme les alliés. Donc en fait, les gens se disent qu'on doit coopérer. Par exemple, il y a de forts problèmes entre l'Inde et la Chine, mais du fait que l'Inde a été très maltraitée par Trump en termes de tarifs douaniers, ils se disent on ne peut pas perdre tout à fait les relations avec la Chine, on ne peut pas se fâcher avec tout le monde. Et donc effectivement, la brutalité avec laquelle Trump veut gérer les affaires du monde est venue renforcer la nécessité de coopérer des BRICS. Un pays comme l'Indonésie, par exemple, qui veut à la fois garder des bonnes relations avec la Chine et avec les États-Unis, qui viennent de rejoindre les BRICS très récemment, eh bien, se disent qu'en étant membres des BRICS, ils augmentent leur marge de manœuvre. En quoi innove-t-il depuis 17 ans? En quoi offre-t-il de nouvelles voies, de nouvelles manières de travailler ensemble pour contrer? Ils ont besoin des États-Unis malgré tout. C'est vrai qu'il faut s'adapter, Oui. mais ils ne peuvent pas travailler sans les États-Unis. Alors, certains le font, comme la Russie. Maintenant, ils vont peut-être récupérer des meilleures relations, mais depuis assez longtemps, ils étaient coupés des États-Unis. Ils ont voulu dédollariser l'économie internationale. Là, c'est un échec. Ils n'y sont pas. Ils ne peuvent pas avoir une monnaie commune parce qu'ils sont trop différents. Ils jouent un peu sur des échanges dans leur monnaie nationale, mais il faut un peu entendre leur voix. Et puis, ils veulent aussi se faire entendre sur les conflits en cours et surtout sur la gestion du changement climatique, sur lequel le Brésil va
un peu importée, et puis aussi de renforcer l'ONU, faire entendre leur voix, et en tous les cas, faire en sorte qu'ensemble, eh bien, ils pèsent plus. Et donc, ils sont capables uniquement de coopérer tout en étant différents. C'est vrai qu'on les a entendus ce soir condamner tous ensemble les attaques israéliennes contre l'Iran. Quel paradoxe, puisqu'ils se mettent du côté du droit international, là où au contraire, on a entendu les Occidentaux plutôt soutenir les attaques israéliennes contre l'Iran. Effectivement, les Occidentaux ont préféré l'alliance civilisationnelle avec Israël à la défense du droit international. C'était attendu de la part des États-Unis, c'était un peu moins attendu de la part des Européens. Et les BRICS, et notamment la Chine, se présentent comme les gardiens du temple du droit international. La Chine fait campagne pour dire nous, on veut forcer personne, on respecte la souveraineté de chaque pays, nous, on est une puissance pacifique, et donc en se distinguant bien sûr des États-Unis, mais en même temps, aucun de ces pays n'est venu en aide militaire à l'Iran. Lorsque l'Iran était attaqué, la Chine ne veut être mêlée à aucun conflit, la Russie était prise par ses propres activités en Ukraine, et donc on voit bien aussi les limites de la coopération, c'est que c'est pas une alliance militaire, c'est pas vraiment une force, donc ils coopèrent, là ils vont rappeler les normes de droit pour mettre en accusation les Occidentaux, pour dire vous nous faites des leçons de morale en permanence, vous voulez vous présenter comme ceux qui fixent les règles, mais vous ne les respectez pas vous-même, donc arrêtez de nous donner des leçons sur ce plan-là. Mais c'est vrai qu'il dénonce aussi énormément les organisations internationales. Parmi les BRICS, il y a notamment donc l'Iran, d'où ce communiqué qui a été présenté. C'est vrai qu'il y a une conjonction, un rassemblement de pays dont on se dit mais comment font-ils pour s'entendre, pour parler ensemble? Ça suffit d'être l'ennemi d'un modèle. Alors ils sont pas tous l'ennemi d'un seul modèle. Leur ennemi, c'est un monde dominé par l'Occident. Mais l'Iran, bien sûr, vous disiez avec le Brésil, par exemple, est coupé de l'Occident depuis assez longtemps, mais pas l'Inde, pas le Brésil, pas l'Afrique du Sud. Et les présidents indonésiens, indiens, le Premier ministre indien et le président indonésien et le président sud-africain seront présents au sommet des BRICS. Donc en fait, voilà, ils disent on est très différents parce qu'il y a des démocraties, il y a des dictatures, il y a des pays qui sont en confrontation directe avec les Occidentaux, et justement ils mettent ensemble leurs atouts, leurs forces pour essayer de peser un peu plus. En fait, c'est plus un club, c'est une sorte de partenariat dans la différence, et ils vont s'élargir. Le problème pour eux, c'est que l'élargissement veut dire aussi dilution. Et que le fait que la Biélorussie soit candidate ne va pas apporter grand-chose. Cuba est tout sauf un pays émergent, donc on ne voit pas trop ce que l'Arabie Saoudite, si c'était le cas, ça interrogerait aussi. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais alors, ils ont signé, mais ils ne l'ont pas ratifié, parce qu'ils ne veulent pas complètement se fâcher avec les États-Unis. Mais les Émirats arabes unis, eux, ont franchi le pas. Qu'est-ce qu'une pétromonarchie vient faire là, par exemple? Eh bien, en fait, renforcer leur rapport avec l'Inde et avec la Chine, qui sont leurs clients sur le plan pétrolier, et montrer aussi aux États-Unis qu'ils ont une alternative. Que le mariage un peu unique que notamment les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite avaient avec les États-Unis en termes stratégiques, non, ils ont une alternative et qu'ils peuvent, c'est le multi-alignement qui est prôné par le Premier ministre indien, qui est illustré par ces BRICS, justement parce qu'ils disent, nous, on n'est pas pour l'ingérence, on ne va pas forcer, on n'a pas de leçons à donner aux autres, on ne va pas imposer notre modèle politique à nos amis, et donc on est dans le même club tout en étant différents, mais on fait masse. On fait masse parce que effectivement, ils représentent 40% de la population mondiale, 30% du PIB mondial, et il est difficile de faire sans aujourd'hui. Et même le G7 doit tenir compte de leur existence, puisque au sommet du G7, on invite les grands leaders des pays du Sud, et le président Macron voulait se faire inviter au dernier sommet des BRICS, qui lui a été refusé, il en était un peu vexé, mais donc on voit bien que les pays occidentaux doivent tenir compte de cette émergence des grands géants du Sud. Je lisais aussi qu'ils représentent plus de 70% de la production mondiale de charbon et de terres rares. Alors, or, on sait que c'est un sujet essentiel pour les États-Unis depuis quelques mois. Oui, ça c'est surtout la Chine qui perce dans ce domaine et qui permet d'inverser le rapport de force dans les négociations commerciales avec les États-Unis. Les États-Unis ont perdu la guerre commerciale qu'ils ont lancée à la guerre de la Chine. Et surtout, la Chine, j'étais à Pékin cette semaine, la Chine triomphe en disant, regardez, nous, on ne fait pas la guerre, nous, on respecte les institutions, on ne veut pas imposer notre régime aux autres pays, on est des partenaires fiables au moment où les États-Unis se retirent du monde. On l'impose financièrement et commercialement, c'est-à-dire qu'il y a des captations par des accords commerciaux. Mais c'est dit avec le sourire, c'est des échanges qui sont présentés comme étant gagnant-gagnant. Les Chinois ne disent jamais non, ils sourient toujours, ils disent oui à tout. Bon. Et alors que les États-Unis mettent des tarifs qui sont vus comme des extorsions. Par contre, ce qui est difficilement compréhensible, c'est que le président Xi ne soit pas venu au sommet. À mon avis, c'est une erreur. Alors, il n'y a pas d'explication. Un lien avec l'Inde, vous évoquiez l'Inde tout à l'heure. Il y a une vexation.
paraît qu'il aurait été un peu vexé, selon la presse brésilienne, il est vexé parce qu'on a donné beaucoup d'importance à Modi, mais même si c'est ça, il faut mieux être présent. Et par contre, on voit quand même que même le Brésil, que l'on accuse régulièrement de soutenir la Russie dans la guerre contre l'Ukraine, Poutine ne peut pas y aller parce qu'il y a une justice au Brésil et qu'il risquait, du fait du mandat d'arrêt lancé contre lui par la Cour pénale internationale, le Brésil respecte la Cour pénale internationale dont elle est membre et Poutine sera là en visio et c'est son ministre des Affaires étrangères, Lavrov, qui sera présent. Et on a vu d'ailleurs Lula, on a entendu Lula rétro-pédaler un petit peu sur ses positions pro-russes quand il est venu en France, soutenant évidemment l'Ukraine dans cette guerre qui l'oppose à la Russie. Alors lui, il renvoie un peu dos à dos. C'est difficile pour lui. Oui, parce qu'en fait, comme tous les pays du Sud, il renvoie un peu dos à dos la Russie et l'Ukraine en disant que l'extension de l'OTAN a été une provocation et qu'il ne veut pas se couper de la Russie, mais en même temps, ils ne peuvent pas reconnaître l'agression de la Russie comme étant normale. Et même la Chine n'a pas reconnu l'annexion de la Crimée par la Russie. Donc même si elle aide indirectement la Russie, parce que le cauchemar de Xi Jinping, ce serait la chute de Poutine, bien sûr. Revenons sur le poids de la Chine sur le continent, sur l'Amérique latine. C'est là que se déroule ce sommet. C'est vrai que les Chinois sont très présents. Il y a une guerre qui se joue entre les États-Unis et la Chine sur ce territoire sud-américain aujourd'hui. Oui, mais elle a été gagnée par la Chine. À part le Mexique, la Chine est le premier partenaire commercial de tous les pays latino-américains, à part le Mexique, trop près des États-Unis pour changer. Et même un pays comme l'Argentine, par exemple, avec Milei qui, dans la campagne, s'était présenté comme hostile à la Chine, comme voulant rompre les liens économiques avec la Chine. Quand vous avez un pays qui fait le tiers de vos exportations et le tiers de vos investissements étrangers, vous ne rompez pas avec lui. Et donc, Milei doit composer avec la Chine, comme l'avait fait d'ailleurs auparavant Bolsonaro. Lorsque Bolsonaro a été élu, on s'était posé la question, est-ce que le Brésil va quitter les BRICS ? Non, même Bolsonaro est resté. Par contre, Milei n'est pas rentré dans les BRICS, mais il garde des relations étroites avec la Chine parce que c'est la réalité économique qui paye. Et aujourd'hui, la Chine est quand même l'opérateur numéro 1 en Amérique latine, qui était autrefois la chasse gardée des États-Unis, d'où le coup de sang de Donald Trump par rapport au canal de Panama, qui est quand même aussi un lien essentiel. Mais là, la Chine a avancé en achetant les matières premières et en étant à la base d'une croissance en Amérique latine. Et je crois qu'il y a un très grand port qui a été construit par les Chinois au Pérou. Voilà, au Pérou, un port Panama en eau est dérisoire, en somme. Oui, un port en eau profonde qui permet de ne pas passer par les États-Unis pour les relations commerciales entre une partie de l'Amérique latine et l'Asie. Quand je vous entends, j'ai l'impression que ça nous parle aussi de l'échec du G20. Dans ce que vous nous racontez, à quoi sert le G20 aujourd'hui ? Le G20, c'est un peu, grosso modo, la réunion des BRICS et du G7. Oui. Donc, le G20 a joué un rôle essentiel. S'il y avait un bon dialogue, il n'y aurait pas besoin des BRICS, finalement, en somme. Oui, disons que peut-être que les BRICS affinent leur position commune, comme le G7, c'est le contrepoids du G7, les BRICS. Disons que les G7 arrivent à peu près unis au sommet du G20, et les pays des BRICS se disent, il faut aussi qu'on arrive, c'est pas tout à fait la même composition, mais grosso modo, quand même, c'est ça. Et donc, c'est en fait le Sud, plus la Russie, qui n'est pas tout à fait un pays du Sud, mais qui se mêle là-dedans et qui se présente. Les Russes disent que ils sont une puissance anticoloniale. Donc, en fait, ils essayent d'avancer dans ce territoire-là pour se présenter, malgré la guerre en Ukraine, comme le pays qui est anticolonial et présenter les Occidentaux comme des ex-puissances coloniales pour mieux marquer cette union, parce qu'ils ont du mal quand même à passer pour un pays du Sud, effectivement. Et donc, les BRICS permettent notamment à des personnalités telles que Vladimir Poutine de conserver une tribune et d'être très présent sur la scène internationale, de continuer à se revendiquer d'une position. Il n'a pas pu se rendre en Afrique du Sud à cause de la CPI. Il n'a pas pu se rendre au Brésil, il le fait quand même en visio. Il a hébergé le sommet des BRICS chez lui, et là tout le monde était là, donc c'était sa grande victoire. Et il a élargi les partenariats, d'ailleurs c'est lui qui a donné l'impulsion pour ouvrir un peu. Effectivement, l'Iran c'est quand même un allié. Le fait que la Biélorussie soit candidate, on voit bien la marque de Poutine là-dedans. Et donc effectivement, parmi les BRICS, il est reçu, malgré les ennuis juridiques qu'il a, il n'est pas malmené par les autres pays leaders des BRICS, par les autres leaders, et donc il est considéré comme un partenaire par l'ensemble des pays, y compris ceux qui ne veulent pas rompre avec les Occidentaux, mais qui ne veulent pas non plus obéir aux Occidentaux en rompant avec la Russie. Mais vous diriez malgré tout que c'est la Chine qui donne le tempo dans ce groupe ? Alors, c'est le pays le plus important, économiquement, politiquement, et en même temps, la Chine n'a pas intérêt à que les BRICS apparaissent comme un club chinois, parce que ça effacerait un peu son efficacité. Et donc, toute la subtilité pour la Chine, c'est de profiter des BRICS comme un levier pour affirmer ses positions, sans apparaître comme le pays dominant, ce qui, bien sûr, braquerait d'ailleurs l'Inde notamment, mais aussi d'autres pays. Mais il est sûr que les BRICS sont une victoire géopolitique pour la Chine.
Alors, pour la Chine, mais c'est vrai que le rôle géopolitique des BRICS reste quand même assez faible. On voit qu'il y a des positionnements, il y a des déclarations sur la bande de Gaza, sur le Proche-Orient, sur l'Iran, mais ils n'arrivent pas à se rassembler pour se positionner. Chacun fonctionne individuellement quand il s'agit de régler une Alors, crise. ils n'ont pas d'effet, mais en même temps, pas plus que les pays occidentaux. Oui. Je veux dire, les pays occidentaux font des communiqués sur l'Ukraine, sur la guerre de Gaza, sans plus d'efficacité. Il y a une panne de la décision internationale. Donc, au moins, ces pays-là peuvent se réunir et essayer d'agir, montrer à leurs opinions qu'ils sont influents, qu'ils n'obéissent pas, c'est le plus important, qu'ils ne sont pas sous la coupe des Occidentaux. Mais effectivement, on peut constater et regretter qu'au vu des crises majeures, il y a une panne de la gouvernance internationale qui est illustrée. Et bien, et le G20 et le G7 et les BRICS sont impuissants pour les deux conflits majeurs qui sont la guerre Russie-Ukraine et la guerre de Gaza. Il y a un dernier aspect que j'avais envie de voir avec vous. Est-ce qu'il vous semble qu'il y a une entraide qui fonctionne entre pays sanctionnés par les institutions internationales? Est-ce qu'ils réussissent à mettre une économie parallèle? Ils ont tous en commun de ne pas accepter les sanctions, parce que pour eux, les sanctions, c'est une notion occidentale. C'est les puissances coloniales qui punissent les puissances colonisées, et donc ils ont tous, dans leurs différences, un rejet fort des sanctions. Eux-mêmes n'en prennent pas, d'ailleurs. Et donc, effectivement, le terme de sanction est quelque chose qui suscite une réaction répulsive chez eux, et donc ils font tout pour... aucun de ces pays n'applique les sanctions, ils n'en tiennent pas compte, ils ont des relations commerciales normales, y compris avec les pays qui sont sanctionnés, donc l'Iran et la Russie dans le cas présent. Mais c'est le danger, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un fonctionnement, un double fonctionnement en marche, le fonctionnement des institutions internationales, portés par les Occidentaux, mais pas tous, puisqu'on voit des pays comme Israël qui ne les respectent absolument pas, et puis donc ces autres pays qui décident d'avancer sans tenir compte, sauf certains, vous l'évoquiez, toute l'ambiguïté. La Chine, par exemple, respecte encore les décisions de l'ONU. Oui, effectivement, parce qu'elle est un acteur important, elle a avancé ses positions au sein de l'ONU et le retrait américain lui permet d'avancer un peu plus. La fin de USAID est une victoire pour la Chine puisqu'elle apparaît comme un partenaire fiable, stable aux yeux des pays du Sud, contrairement aux États-Unis. Donc elle avance considérablement. Mais effectivement, ces pays disent qu'ils respectent et qu'ils veulent renforcer l'ONU et que ce sont les pays occidentaux qui violent les résolutions de l'ONU, qui ne les appliquent pas et donc ils se présentent comme étant respectueux de l'international. Même la Russie communique beaucoup là-dessus, ce qui est quand même pour le moins exagéré vu son agression de l'Ukraine, mais c'est sa communication. Pascal Boniface, merci beaucoup de nous avoir parlé avec passion des BRICS, parce que c'est vrai que ça peut sembler assez obscur, assez difficile à comprendre. Et je renvoie évidemment à Géostratégiques, qui est passionnant et très ludique à lire. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous restez avec nous au cœur de l'info. Je vous retrouve dans quelques instants pour continuer à suivre l'actualité.